Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je suis en compagnie de Brahima Sidibé, analyste de discours politique et puis candidat malheureux aussi du CNJ. Tout à fait. On en parlera tout à l'heure. On passera en revue l'actualité politique au Mali, l'actualité qui a eu lieu durant cette année 2024. Le 26 mars, ça vous rappelle quand j'ai dit le 26 mars? Alors, le 26 mars, c'était la date qui était initialement prévue pour la fin de la transition. Justement. Mais sauf que non, finalement, la transition suit son cours. Ah oui, effectivement, ce sont les généraux qui sont encore à la tête du pays. C'est quoi? C'est un rendez-vous manqué ou c'est de la réelle politique? Je pense que c'est un de deux. Enfin, c'est les deux à la fois, je vais dire. Parce que quand on regarde, on sait qu'effectivement, c'était un calendrier qui avait été fixé par les autorités de transition elles-mêmes à partir de 2022, en se donnant 2 ans. Mais sauf qu'on s'est rendu compte que compte tenu du contexte, c'est-à-dire le contexte sécuritaire, politique, tout ça, c'était un secret de polichinelle. Hein. Tout le monde savait que c'était un calendrier qui n'allait pas être tenu. Et finalement, ce qu'on a constaté aussi, c'est que la réaction politique qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de partis qui se sont constitués et qui ont appelé à la fin de la transition. Et ce qui a eu comme conséquence la suspension des activités des partis politiques, tout ça, avec tout ce qui s'en est suivi, l'arrestation de 11 leaders politiques, tout ça. Mais après, lorsqu'on analyse au fond aussi, au sein de l'opinion publique, au-delà des acteurs politiques, je ne pense pas que ce soit une décision qui a suscité de l'émoi au sein de la population. Elle n'est pas impopulaire, c'est pas ce qu'on a constaté. En 2024 aussi, il y a eu le duel des Maïga. Oui, avec l'ex-premier ministre Choguel Maïga et son successeur. Tout à fait. Est-ce qu'on a la nouvelle aujourd'hui de Choguel Maïga, l'ancien Premier ministre? Il s'est fait un peu rare dans l'espace public. C'est la fin pour lui, Bon, c'est pas forcément la fin pour lui, mais je pense qu'il se donne peut-être un temps de réflexion parce que je pense que c'est être assez actif juste après avoir quitté la primature n'était pas forcément non plus une meilleure option. Il fallait quand même observer un temps de silence. Il y a eu ce duel, effectivement, qui est d'ailleurs, à mon avis, le fait politique majeur de cette année 2024. Parce que rappelons que Choguel est en poste depuis 2021, donc c'est qu'il y a une longévité assez relativement longue compte tenu des autres premiers ministres. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire aussi, c'est quelle est la nouvelle trajectoire de la transition? Maintenant qu'on a changé de Premier ministre, on a changé de tout ça. Je crois que, de mon point de vue, l'année 2025 sera une année de changement de paradigme au niveau politique. C'est-à-dire qu'il y aura des élections? Il y aura des élections. Je pense qu'il y aura des élections en 2025. Vous avez parlé tout à l'heure de changement de Premier ministre Choguel Maïga et Abdou Maïga. Est-ce que vous avez constaté, vous, une rupture dans la méthode entre les deux hommes? Oui, tout à fait. Il y a un changement de méthode dans la gouvernance Choguel et Abdoulaye Maïga. Je vais vous donner quelques éléments pour illustrer mes propos. Déjà, on a assisté à la libération de 11 leaders politiques qui étaient arrêtés depuis le mois de juin, ce qui confirme que Abdoulaye Maïga s'entend bien avec la classe politique comparé à Choguel Maïga, ce qui est assez paradoxal. Justement, parce que Choguel est issu de la classe politique. Mais oui, civil, en tout cas, on constate qu'il y a une certaine ouverture de l'espace public à ce niveau. Deuxième élément, c'est qu'il vous souviendra que la chaîne de télévision Djoliba, dont la licence avait été retirée par la Haute Autorité de Communication, cet organe est revenu sur sa décision, c'est-à-dire que la licence n'est plus retirée, mais juste une suspension de 6 mois. Bon, je dis juste comparé à la première décision. Et donc voilà, je pense que dans la méthode, en termes d'ouverture d'espace sur ce niveau-là, on voit quand même des changements, oui. Et parlons maintenant des partis politiques au Mali. Cette année 2024, vous avez parlé de l'emprisonnement à la suite de la contestation, de la fin de la transition. Mais après tout ça, on a une classe politique qui était assez, silencieuse. Tout à fait. Tout à fait, oui. Parce qu'en fait, je pense que l'un des actifs de la transition a été de dire que tous les maux qui minent notre pays, c'est de la faute de la classe politique. Et ça a été entendu plus ou moins par l'opinion publique. Et c'est ce qui fait que les hommes politiques eux-mêmes n'ont plus confiance en eux pour faire ce combat-là. Et c'est ce qui fait que le rare homme politique qu'on voit sur la scène, c'est notamment l'ancien Premier ministre Moussa Mara, et aussi Yessamake. À part quelques-uns, les autres sont un peu... Moussa Mara qui était pris à partie ici en France lors de son bon, séjour. Il y en a qui disent que, je ne veux pas dire ça, mais qu'il a été vitrifié à Vitry.
Waouh, c'est une belle formule, ça. C'est-à-dire que bon, il avait voulu tenir une réunion à Ça Vitry, démontre mais... que c'est quoi? Ça démontre l'impuissance de la classe politique malienne aujourd'hui, la perte de confiance des Maliens envers leurs dirigeants politiques aujourd'hui. Oui, je pense qu'il y a quand même un désaveu vis-à-vis de la classe politique. Ça, il faut le dire, parfois à tort ou à raison, parce que je pense qu'il y a beaucoup de spéculation aussi dans cela. C'est-à-dire que quand on prend... Et il y en a qui aiment faire cette comparaison, hein. Prenons le président du Mali, essayons de voir qui sont issus de la classe politique et qui sont issus des rangs de militaires. On se rend compte que finalement, on a été plus dirigé par ceux qui sont issus des militaires que ceux qui sont issus de la classe politique. Ça, c'est une réalité. On oublie souvent. Voilà, ça, c'est une réalité. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, tous les reproches qu'on fait à la classe politique ne sont pas forcément justifiés, mais il n'en demeure pas moins qu'au sein de l'opinion, effectivement, cette perception est partagée, effectivement. En 2025, le Mali ne sera plus membre de la CEDEAO. Tout à fait. Est-ce que c'est une chance? L'AES conserve les avantages économiques de la CEDEAO, à savoir la libre circulation des personnes et des biens, tout en se débarrassant des contraintes politiques. Parce que, regardez, un jour avant le sommet de la CEDEAO, les ministres des Affaires étrangères ont déclaré qu'il n'y aura pas de visa pour les ressortissants de la CEDEAO qui souhaitent entrer dans l'espace AES. Et je pense que c'est un piège qui a été tendu à la CEDEAO. Parce que la CEDEAO n'a plus d'autre choix que d'appliquer la réciprocité. Parce que je vois mal la CEDEAO imposer des visas de part et d'autre. Il y a quand même 6 mois de réflexion. Non, en réalité, non, je pense que les 6 mois, en réalité, pour moi, c'est un divorce qui a été retardé, mais qui interviendra tôt ou tard en réalité. Et ces 6 mois, moi, j'analyse sous un autre angle. Parce que, souvenez-vous, au mois de mai prochain, on va célébrer les 50 ans de l'existence de la CEDEAO. Et donc, pour moi, c'est juste essayer d'éviter ces camouflets en disant qu'on célèbre les 50 ans alors qu'il y a 3 pays membres fondateurs qui quittent, quoi. Donc, pour moi, c'est juste ça, mais au fond, je ne pense pas que ça va changer quelque chose. Oui, bah vous étiez candidat il n'y a pas longtemps là, pour les élections de la présidence du Conseil national, c'est ça? C'est ça. Malienne, ici, du côté de l'Hexagone. Vous avez perdu à 4 voix près quasiment. Quel est votre ressenti? Alors, déjà, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont eu confiance en notre projet. Effectivement, j'étais candidat au nom de mon mouvement, qui est le mouvement de Force citoyenne pour la jeunesse, et aussi de l'association Sunyata. Nous avons mené une très belle campagne et malheureusement, comme vous l'avez dit, on a perdu à 4 voix près, c'est-à-dire que les gagnants ont 137 voix et nous avons 133 voix. J'ai un sentiment c'est la démocratie, effectivement. Je suis un peu déçu quand même parce que je pense qu'on méritait de gagner compte tenu de tout ce qu'on a proposé à la jeunesse malienne. Et je crois que ce résultat aussi témoigne de la confiance que les jeunes ont en notre projet, en notre mouvement. Et ça nous oblige d'une certaine manière à continuer le combat. Et justement, de quelle manière? Parce que vous avez cette perdu, mais vous pouvez continuer à porter la voix de ces jeunes-là qui vous ont tout à fait, quand même positionné en deuxième place. C'est oui, pas rien. Oui, c'est pas rien. Et depuis l'élection, on reçoit des appels un peu partout qui nous indiquent à ne pas abandonner la jeunesse finalement. Parce que regardez, ce qui se passe, c'est que ceux qui ont gagné, effectivement, nous les félicitons, nous acceptons les résultats, mais sauf que la vision que nous avions pour la jeunesse malienne de France, à savoir rassembler toutes les composantes de la jeunesse et partout sur le territoire français, l'équipe qui a gagné, je ne pense pas qu'il soit en mesure de faire cela. Et nous allons continuer ce combat-là, à aller vers les jeunes qui sont dans des provinces, qui sont à Marseille, qui sont à Lyon, qui sont à Poitiers, etc. De ces jeunes-là, quelles sont les difficultés aujourd'hui qui vous sont remontées aujourd'hui de la jeunesse malienne en France? Alors, les difficultés, elles sont nombreuses. Elles sont, par exemple, en termes de logement. On sait que c'est parce que quand on débarque dans un pays comme la France et qu'on n'a pas de famille sur place, la principale difficulté, c'est le logement. Parce que nous, à longueur de journée, il y a des gens qui nous contactent. Je vais venir étudier à Nancy, par exemple. Je connais personne sur place. Est-ce que vous avez des solutions, etc. Et pour nous, si on se rassemble, on se met ensemble, avec des personnes et ressources dans toutes les villes où il y a des jeunes Maliens de France, je pense qu'on peut aboutir à proposer des solutions efficaces face à toutes ces problématiques-là. Et ça, ce combat-là, nous allons le mener. Est-ce que vous comptez vous représenter éventuellement par la suite? C'est une vraie question. Je pense que je serai toujours dans la tranche d'âge parce que c'est de 18 à 35 ans. J'ai 28 ans aujourd'hui. Je serai toujours dans la tranche d'âge, mais je me donne un temps de réflexion et à voir si soit je peux me présenter, soit quelqu'un de notre mouvement peut se présenter effectivement. Ça, c'est le CNJ ici du côté de l'Hexagone, hein, mais vous pensez peut-être aussi à l'avenir de votre pays ou pas? Oui, non, mais vous savez, quand on est engagé dans la vie publique, le sens de l'engagement, c'est d'avoir un impact. Et quand on veut avoir un impact, je pense que oui, c'est à une échelle beaucoup plus grande, tout à fait. Quels sont vos vœux pour les Maliens pour cette nouvelle année qui arrive?
Alors, mes vœux, c'est le vœu de réussite et surtout pour un Mali apaisé, parce que c'est vrai que cela fait depuis 2012, nous sommes vraiment dans une situation assez compliquée et j'espère que cette année 2025 sera l'année de l'apaisement, sera, comme on dit chez vous, l'année de notre année Dans les autres années. 2025 et je pense que ce sera aussi l'occasion peut-être d'aller vers de nouveaux horizons en sortant de tous les bisbis qu'on a connus ces 3-4 dernières années. Merci beaucoup, Brahima, hein. En tout cas, bravo pour les élections. Même si ce n'est pas gagné, mais c'est un score quand même qui vous honore. J'ai vu votre campagne, vous étiez vraiment actif. Et puis voilà, hommage vous soit rendu. Merci à Robert qui écoute demain à la réalisation. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite par avance une très belle année 2025. Espérons vous retrouver en bonne santé, en pleine forme pour une nouvelle émission de La Bonne Akali. Portez-vous bien et à bientôt.